Il est une conversation que les femmes n'ont pas en public, ni dans les podcasts, ni dans les débats, pas même en thérapie. Mais elle existe dans les silences entre leurs phrases, dans les rires gênés, dans les confessions murmurées à leurs amis les plus proches. C'est la conversation sur cet homme qu'elle n'arrive pas tout à fait à définir. L'homme qui ne plie pas, ne supplie pas, ne se brise pas sous la pression émotionnelle. L'homme qui voit à travers elle et dont le regard les met mal à l'aise. Ce n'est pas la peur du danger ou de la violence. C'est quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, de plus psychologique. Carl Jung aurait appelé cela la crainte du masculin intégré. Un homme qui a affronté ses propres ténèbres et en est ressorti autonome. Il ne fuit pas ses émotions, mais il n'en est pas non plus l'esclave. Il a rencontré son ombre, lui a serré la main, et cette poignée de main lui a donné la liberté. Et cette liberté, cette autorité intérieure, c'est ce que les femmes ne peuvent pas contrôler. Jung pensait que ce que nous craignons chez les autres est souvent ce que nous avons refoulé en nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'une femme rencontre un homme qui a fait face à son chaos, cela la force à faire face au sien. Il ne joue pas à être masculin, il l'incarne. Il n'utilise pas sa force pour dominer, mais pour rester inébranlable. Cette constance expose une volatilité. Son calme affronte le tumulte de la femme, et soudain, elle ne sait plus si elle tombe amoureuse ou si elle perd le contrôle. On peut le voir se produire. Les taquineries cessent d'être enjouées. Les tests perdent leur charme. Elle dit « Tu es si difficile à cerner » et il sourit, car il sait qu'elle ne parle pas de mystère. Elle parle de pouvoir. Pas un pouvoir physique, mais un pouvoir psychologique. Celui qui vient du fait de ne pas avoir besoin de son approbation pour se sentir complet. Carl Jung a écrit que la rencontre de deux âmes est comme le contact de deux substances chimiques. Si réaction il y a, les deux sont transformés. Mais la transformation exige l'abandon, et l'abandon terrifie l'ego, surtout l'ego féminin, à qui l'on a appris à mesurer la sécurité par le contrôle. Quand elle réalise qu'elle ne peut ni le prédire, ni diriger ses émotions, ni le faire courir après elle, son instinct ne perçoit pas cela comme la paix. Il le perçoit comme un danger, car elle n'est plus maîtresse du récit. C'est le paradoxe dont Jung nous a prévenus. Ce qui attire les femmes vers les hommes forts est la même chose qui les déstabilise. Son indépendance intérieure. Elle ne craint pas sa domination, elle craint son détachement. La manière tranquille dont il peut aimer profondément tout en étant capable de partir si le respect disparaît. La vérité terrifiante que son monde ne s'effondrera pas sans elle. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la souveraineté. Et c'est le trait le plus rare qu'un homme moderne puisse posséder. Jung croyait que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, un archétype qu'il nommait l'animus. C'est l'homme intérieur avec lequel elle se dispute, dont elle rêve, et auquel elle mesure secrètement chaque amant. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ressemble à cet archétype, quelque chose de puissant se produit. Son inconscient s'éveille. Elle ne fait pas que le voir, elle le ressent, comme s'il était une partie d'elle qu'elle attendait de rencontrer. Mais voici le paradoxe que Jung a mis au jour. L'homme qui active sa plus profonde attraction déclenche aussi sa plus profonde peur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas juste une autre personne. Il est un miroir de son monde intérieur. Ses désirs refoulés, son ambition indomptée, sa rage silencieuse, sa sagesse cachée.
Lorsqu'une femme rencontre un homme qui incarne ses propres qualités reniées, elle le perçoit comme à la fois magnétique et dangereux. Il l'éveille, mais il l'expose aussi. Jung a écrit que nous ne tombons pas amoureux des gens, nous tombons amoureux des images que nous projetons sur eux. Et plus la projection est puissante, plus la prise de conscience que nous ne les avons jamais vraiment connus est terrifiante. Nous n'avons connu que le reflet de ce que nous voulions qu'ils soient. Alors, quand elle rencontre un homme qui n'accepte pas sa projection, qui refuse de jouer le rôle que son inconscient a écrit pour lui, le sauveur, le garçon, le rebelle, l'idéal romantique, il devient psychologiquement intouchable. Il ne nourrit pas son fantasme, il le confronte. Il n'est pas un miroir, il est une fenêtre. Jung pensait que les vraies relations ne commencent qu'après l'effondrement des projections, lorsque vous cessez d'aimer l'idée de quelqu'un et commencez à voir la personne. Mais la plupart des femmes, comme la plupart des hommes, paniquent lorsque cet effondrement se produit. Cela ressemble à une perte, à une désillusion, alors qu'en vérité, c'est le début du véritable amour. Et pour les femmes en particulier, c'est l'heure de vérité. Peut-elle aimer un homme qu'elle ne peut pas contrôler? Peut-elle gérer l'intimité sans la possession? L'homme que Jung décrivait, l'homme individué et autonome, n'existe pas pour compléter son histoire. Il vit la sienne. Et c'est ce qui la terrifie le plus, car s'il peut exister pleinement sans elle, alors elle doit faire face aux parties d'elle-même qui ne peuvent exister sans quelqu'un d'autre. C'est l'inconfort spirituel sur lequel Jung a écrit toute sa vie. La tension entre la dépendance et la plénitude, entre la projection et la vérité. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne danse plus pour obtenir une validation, elle est confrontée à un miroir rare. Un miroir qui ne flatte pas, ne déforme pas, ne se plie pas pour plaire. Et dans ce miroir, elle voit enfin ce qu'elle fuyait, son propre moi inachevé. Jung a écrit: chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. La plupart des gens fuient leur ombre, mais l'homme rare dont parlait Jung, celui qui terrifie les femmes, ne la fuit pas. Il l'affronte. Il ne se cache pas de sa colère, de sa luxure, de son ambition ou de sa douleur. Il les amène à la conscience, les intègre et, ce faisant, devient un être complet. C'est ce qui le rend puissant. Pas la perfection, mais l'intégration. Et c'est ce que les femmes ressentent lorsqu'elles le rencontrent. Pas du charme, pas du charisme, mais une énergie ancrée, autonome, inébranlable. C'est ce que Jung entendait par individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, et non celui que le monde vous a appris à être. La plupart des hommes répriment leur ombre pour paraître inoffensifs ou bons. Ils sourient trop, s'expliquent trop, s'excusent trop souvent. Ils troquent l'authenticité contre l'acceptation. Mais cet homme-là ne joue pas la comédie de la bonté. Il comprend qu'un homme qui nie ses ténèbres sera gouverné par elles. Il a fini de faire semblant. Il a discipliné ses instincts au lieu de les renier. C'est pourquoi il se meut différemment. Calme, certain, délibéré. Pour un œil non averti, ce calme ressemble à de la froideur. Mais pour la femme intuitive, il a le goût du danger. Non pas parce qu'il lui fera du mal, mais parce qu'il le pourrait, et choisit de ne pas le faire. Cette conscience de sa propre force, cette retenue volontaire, irradie une sorte de gravité masculine
que la culture moderne ne peut fabriquer. Il n'a pas besoin de dominer qui que ce soit, car il se maîtrise déjà lui-même. Cette maîtrise de soi déclenche quelque chose d'ancien chez les femmes, un respect instinctif mêlé à une peur inexplicable. Jung croyait que la psyché féminine reconnaît l'intégration de l'ombre avant même l'esprit conscient. C'est pourquoi certaines femmes disent des choses comme il y a quelque chose chez lui que je ne peux pas expliquer. Ce qu'elles ressentent, c'est sa complétude, l'équilibre de la lumière et de l'obscurité, de la raison et de l'instinct, de l'amour et du danger. Il n'est pas compartimenté, il est unifié, et cette unité lui rappelle ce qu'elle a perdu en elle-même, la connexion à sa propre nature instinctive. Voyez-vous, les femmes ne sont pas terrifiées par les ténèbres d'un homme. Elles sont terrifiées par ce que ces ténèbres réveillent dans les leurs. Un homme qui a fait la paix avec son ombre tend un miroir à la partie d'elle qui fait encore semblant. Il expose ses masques sans même essayer. Sa présence la pousse à remettre en question son sourire filtré, son personnage social, ses émotions contrôlées. Elle commence à voir à quel point sa féminité a été conçue pour survivre et non pour s'exprimer. Et cette prise de conscience est une mise à nu. C'est pourquoi les femmes testent des hommes comme celui-ci. Ce n'est pas pour le drame, c'est pour la sécurité. Elle a besoin de savoir si son calme est réel ou juste un déguisement. Car s'il est réel, elle se trouve devant quelque chose de rare. Un homme qui ne peut être ébranlé par ses tempêtes. Un homme qui n'a pas besoin de gagner les disputes parce qu'il a déjà gagné la seule qui compte. La liberté dans sa forme la plus pure est terrifiante pour ceux qui ne l'ont pas méritée. Un homme qui s'est individué, qui ne cherche plus la permission d'exister, irradie une sorte d'autonomie que le monde ne sait pas comment traiter. Pour les femmes, cette autonomie peut être à la fois magnétique et déroutante. Ils n'orbitent pas autour de leurs émotions. Il n'a pas besoin d'être constamment rassuré. Il ne joue pas la force ou ne prétend pas être émotionnellement indisponible. Il est émotionnellement souverain. Il se déplace dans le monde comme quelqu'un qui a construit sa propre gravité, et cette gravité attire ses instincts. Elle veut s'en approcher, mais elle veut aussi la comprendre, la décoder, la nommer, la posséder. Mais au moment où elle essaie, elle lui glisse entre les doigts, car ce qu'elle poursuit vraiment, ce n'est pas lui. C'est le sentiment qu'il évoque, une présence sans dépendance, une affection sans besoin, une masculinité sans performance. Jung croyait que le soi, une fois découvert, devient inébranlable. Un tel homme ne peut être possédé, car il ne se possède plus lui-même en morceaux. Il est un tout. Cette plénitude déconcerte les femmes à qui l'on a appris que l'amour signifie fusionner, se mélanger, se dissoudre. Car cet homme ne fusionne pas, il rencontre. Il ne se perd pas dans l'intimité, il s'y épanouit. Il ne tombe pas amoureux, il se tient debout dans l'amour. Et c'est là que la tension psychologique commence. Son instinct lui dit que pour se connecter, elle doit s'approprier. Mais plus elle essaie de se l'approprier, plus elle réalise qu'elle perd quelque chose à la place. Son illusion de contrôle. Jung disait que nous ne comprenons les autres qu'à la profondeur à laquelle nous nous sommes compris nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'une femme rencontre un homme accompli, elle rencontre souvent les limites de sa propre conscience de soi. Si elle a construit son identité autour du levier émotionnel, autour du rôle de la nourricière, du prix à gagner, de celle dont on a besoin, elle ne sait pas quoi faire d'un homme qui n'a besoin de rien. Il ne rejette pas sa valeur. Il n'en dépend tout simplement pas.
et cela la force à affronter une vérité inconfortable. L'amour ne peut pas contrôler un homme qui a fait face à sa propre âme. Ce n'est pas son détachement qui l'effraie, c'est sa plénitude, car sa plénitude reflète sa propre fragmentation. Son calme expose sa volatilité émotionnelle. Sa confiance en lui met en lumière son manque d'assurance. Et plus elle ressent ce contraste, plus son attirance se transforme en résistance. Un instant, elle veut se rapprocher. L'instant d'après, elle veut fuir. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est la psyché qui lutte avec la transformation. Jung dirait qu'elle projette sur lui son potentiel non vécu, les parties d'elle qui aspirent à la liberté, à la direction, à la souveraineté spirituelle. Elle est attirée par ce qu'elle pourrait être si elle arrêtait d'essayer de contrôler tout ce qu'elle craint. Mais au lieu d'intégrer cette prise de conscience, elle le prend pour la source de son déséquilibre. Alors, elle essaie de l'humilier, de le changer, de l'humaniser. Non par méchanceté, mais par instinct de conservation. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ce genre d'homme ne peut être dompté, parce qu'il ne résiste pas. Il ne se rebelle pas contre son influence. Il y est simplement immunisé. Son centre de gravité est interne. Ses émotions, ses décisions et sa paix viennent de l'intérieur, pas de la validation, de l'approbation ou de l'affection. C'est ce que Jung voulait dire quand il disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». L'homme qui a regardé à l'intérieur est éveillé, et l'éveil est irréversible. Jung croyait que lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, elles ne tombent pas amoureuses, elles entrent en collision. Elles agitent l'inconscient de l'autre, convoquent le refoulé et enflamment les parties de la psyché qui sommeillait. C'est pourquoi les femmes oscillent souvent entre l'adoration et le ressentiment envers ce type d'homme, l'homme qui ne peut être contrôlé. Il ne suit pas le scénario émotionnel auquel elle est habituée. Il ne court pas après ses pics de joie, ni ne réagit à ses abîmes de tristesse. Il écoute sans se perdre, aime sans s'effondrer, et chérit sans renoncer à son essence. Cet équilibre, cette maîtrise sereine devient le champ de bataille. Au début, cela la fascine. Elle est attirée par son sang-froid, sa certitude, sa retenue. Elle appellera cela maturité, confiance, profondeur. Mais plus elle reste près de lui, plus cela expose sa propre dépendance émotionnelle, son besoin de se sentir en charge du climat affectif de la relation. Elle réalise qu'elle ne peut pas le provoquer. Ses méthodes habituelles de test, le silence, le retrait, les larmes, l'indifférence, tombent à plat. Jung a écrit que nous ne voyons pas vraiment les gens. Nous voyons nos propres complexes se refléter à travers eux. C'est pourquoi elle interprète mal sa paix comme de l'arrogance, son autonomie comme du détachement. Elle ne le voit pas clairement. Elle voit le reflet de son propre chaos non intégré. L'homme qui ne peut être contrôlé devient l'écran sur lequel ses peurs sont projetées. Peur de ne pas être nécessaire, peur de ne pas être choisi, peur de ne pas être vu. Mais aucune de ces peurs ne vient de lui. Elles viennent des parties d'elle qui n'ont jamais connu l'amour sans le contrôle. Et c'est le paradoxe dont Jung nous a prévenus. Les femmes disent vouloir des hommes forts, mais ce qu'elles veulent souvent dire, c'est assez fort pour me protéger, assez faible pour avoir besoin de moi. L'homme que Jung décrit détruit cette équation. Il n'a pas besoin qu'elle soit faible pour se sentir puissant, et il n'a pas besoin d'être désiré pour se sentir complet. Il offre un partenariat, pas une possession. C'est la libération. Mais pour quelqu'un habitué au contrôle, la libération ressemble à une perte. Alors, elle oscillera entre les extrêmes,
Un moment, elle le romancera. Il est différent des autres hommes. L'instant d'après, elle le pathologisera. Il est émotionnellement indisponible. Car l'ego ne sait pas comment classer un homme qui existe au-delà de lui. Il ne rentre pas dans son schéma appris de dominant-dominé, de menaces et de récompenses. Il ne nourrit pas sa peur, il la neutralise en refusant de jouer. Et c'est alors que la transformation finale commence. Pas en lui, mais en elle. Car si elle est prête à regarder au-delà de ses projections, elle verra qu'il n'est pas distant, il est éveillé. Il ne résiste pas à l'amour, il protège sa vérité. Il n'est pas insensible, il est émotionnellement discipliné. Ce qu'elle prend pour de l'indifférence est en fait de la clarté spirituelle. Ce qu'elle appelle contrôle est en réalité liberté. Jung dirait qu'elle se tient devant un archétype masculin évolué, un homme qui n'a plus besoin de dominer ou de se soumettre, qui, tout simplement, est. Et si elle est assez courageuse, elle réalisera quelque chose de profond. Ce qui la terrifiait n'était pas sa force, mais son propre potentiel reflété à travers lui. Parce que cet homme n'est pas une cage, il est un miroir. Et quand une femme cesse enfin d'essayer de contrôler ce reflet et choisit plutôt de lui faire face, elle s'approprie le pouvoir même qu'elle craignait. C'est la vérité que Jung a découverte. L'homme incontrôlable n'est pas son ennemi, il est son catalyseur. Celui qui lui rappelle que le véritable amour n'est pas une question de possession, mais d'évolution. Il ne vient pas pour compléter son histoire, il vient la défier d'écrire la sienne.